Bienvenue au webinaire L'intelligence artificielle au service des directions achats. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Benoît Larieux, je suis chef de projet marketing chez Silex et je suis en présence aujourd'hui de Quentin Fournella, cofondateur de Silex, et Jean Latour, expert digital achat et en charge des activités conseils pour nos clients grands comptes. Alors, avant de démarrer, pour rappel, Silex, c'est la première plateforme de sourcing cognitif en SaaS et on développe des technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle et le big data, dont on parlera aujourd'hui, à destination des services achats. Donc, la société a 5 ans aujourd'hui. On travaille avec des ETI et des grands comptes du privé, mais aussi avec le secteur public, donc notamment des collectivités et des administrations centrales et des services d'État. Donc aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs chez Silex. On est réunis entre deux sites. On a nos équipes produits, commerciales, marketing et conseil à Paris et nos équipes techniques, donc de recherche, de développement à Sophia Antipolis, près d'Antibes, où on travaille justement main dans la main avec des laboratoires de recherche comme l'INRIA sur des sujets liés à l'intelligence artificielle. Donc en parlant de nouvelles technologies, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de big data, mais qu'il est parfois assez difficile d'avoir une vision vraiment concrète de la valeur qu'elles peuvent apporter au métier. Donc c'est notamment une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui, donc pour vous expliquer un peu plus précisément les impacts des technologies que l'on met à disposition des services achats, en termes d'automatisation des tâches récurrentes, de renforcement des procédures achats, de collaboration, de traçabilité, et ce qui permettra de mieux comprendre comment elles permettent à toutes les parties prenantes achats de l'entreprise de gagner en performance. Donc avant de laisser la parole à Quentin et à Jean, je voulais juste vous donner quelques informations sur le webinaire. L'atelier du jour va être composé en 3 grandes parties. Donc premièrement, on verra justement pourquoi nos technologies se concentrent sur l'amont du processus achat et quel levier de performance on est capable d'activer sur ce vertical. Ensuite, on vous parlera des innovations technologiques de Silex, en vous expliquant notamment de manière concrète le fonctionnement de nos technologies et en passant en revue les avantages de l'intelligence artificielle et du big data pour les services achats. Dans un troisième temps, on parlera des déploiements de nos solutions et des différentes étapes de travail, donc justement de la phase projet jusqu'au calcul des ROI. On s'appuiera bien sûr sur des cas concrets pour vous présenter la méthode avec laquelle on met à disposition nos solutions chez nos clients. On a ensuite bien sûr prévu un temps spécifique pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Vous l'avez pour certains d'entre vous déjà découvert. Vous avez à droite de votre écran un espace de messagerie qui vous permet de poser des questions, de réagir sur certains points. Alors par contre, peut-être par souci d'organisation, je vous propose de renseigner vos questions ici au fil de l'eau. On reviendra peut-être dessus de manière totalement anonyme à la fin de la présentation. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser un peu plus d'éléments de contexte sur certaines de vos questions, ce qui nous permettra bien sûr d'y répondre plus précisément. Donc comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, suite à la présentation, on enverra à tous les participants un mail avec le support présenté. Si vous avez des questions plus spécifiques à votre organisation, on pourra bien sûr prévoir un temps d'échange dédié par la suite. Donc voilà, les derniers participants sont arrivés. Merci à tous à nouveau pour votre participation. Je laisse la parole à Quentin Fournella et Jean Latour. Bonjour, merci beaucoup Benoît pour cette super introduction. Bonjour, je m'appelle Quentin Fournella, je suis en effet le CEO et un des fondateurs de Silex, et je suis aujourd'hui avec Jean Latour qui va animer une grande partie de cette présentation qui s'annonce riche. J'ai écouté attention le programme qu'annonçait Benoît, et donc en effet on va faire sur l'heure qui vient un tour d'horizon. On va essayer le plus complet sur l'IA chez Silex, et donc au service des directions achats. Jean, je te laisse dire un petit mot. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Jean Latour, je suis expert digital achat chez Silex et je m'occupe d'accompagner nos clients dans la réflexion et la mise en place de nos solutions dans l'organisation. Le but étant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans cette phase de sourcing qu'on va vous présenter plus en détail tout à l'heure. Et puis, avant d'être chez Silex, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans les achats, avec quasiment 5 ans en tant qu'acheteur. Et puis après, dans le conseil, en accompagnant les grandes entreprises dans leur transformation digitale.
et dans la digitalisation de leur processus. Merci beaucoup, Jean. Eh bien, je vous propose peut-être avant de démarrer, de vous présenter rapidement Silex. Alors, Benoît en a dit quelques mots, mais donc pour resituer, en effet, Silex, on est encore jeune société, puisqu'on a créé la société en 2014, donc on a tout juste 5 ans maintenant. On est partagé entre 2 sites, Paris et Sofia, donc Sofia Antipolis. Donc ça Benoît le disait également en préambule, mais c'est vrai que c'est un choix historique pour nous, puisqu'on a développé nos relations, en particulier avec les laboratoires de recherche, et puis un tout particulièrement qui s'appelle I3S. On travaille également avec d'autres laboratoires dans le sud de la France, mais donc I3S qui est référent sur tous les sujets de traitement sémantique. Et donc, le traitement sémantique, c'est en effet des domaines forts. C'était un plafond qu'on avait besoin de briser et puis de pouvoir mettre à disposition dans cette phase de sourcing. C'est un enjeu fort que d'être capable de travailler le traitement sémantique, qui est donc un domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, pour ça, pour s'assurer de faire les meilleurs développements, et bien très tôt dans l'histoire du développement de Silex, on s'est appuyé sur des laboratoires de recherche qui sont aujourd'hui nos partenaires et qui nous permettent de développer les meilleures technologies le plus efficacement possible. Donc voilà, une trentaine de collaborateurs aujourd'hui entre Paris pour les équipes clients et puis Sofia Antipolis pour les équipes de R&D. On travaille autant sur le secteur public que le secteur privé, plutôt sur des organisations achats qui sont matures et qui ont des process achats déjà bien digitalisés. Et donc, on vient leur amener un surcroît de performance non négligeable, particulièrement important même pour certains, en outillant la phase de sourcing, ou parfois appelée pré-sourcing, ou parfois appelé pré-sourcing. Et comme on le voit sur ce slide, qui se situe véritablement en amont en fait du processus achat S2P, donc source to pay, que vous connaissez, avec une petite partie qui est complémentaire évidemment on va dire à l'environnement SI achat existant. Donc Jean, que tu connais très bien ce schéma. Donc en effet, on couvre des grandes briques fonctionnelles. Parfois on parle de collecte du besoin, de la recherche de fournisseurs. Donc autant notre capacité à aller regarder dans la donnée que vous avez déjà, donc qui peut provenir de votre SI achat par exemple, ou de l'ERP qu'on va chercher à digitaliser, que de la recherche de fournisseurs vers l'extérieur, avec la constitution de shortlist de fournisseurs sur un périmètre exhaustif de fournisseurs. Vous allez voir juste après comment c'est appliqué et pourquoi c'est particulièrement intéressant pour vous. Mais peut-être pour compléter mon propos, Jean, si tu veux en dire un petit mot. Oui, tout à fait. Historiquement, et sur ces solutions dites source to pay, que vous connaissez très bien et vous connaissez bien les acteurs, on est historiquement sur des solutions qu'on dit transactionnelles, où on va vraiment être là pour passer une commande, pour rédiger un contrat, pour faire un appel d'offres. Nous, on est vraiment sur une solution qui vient en amont, qui vient dans toute cette partie plutôt de réflexion, de stratégie. Quelle stratégie achat je vais mettre en place, quel est le canal que je vais utiliser pour mon achat, et c'est vraiment le plus en amont de ce process qu'on va pouvoir prendre la meilleure décision en ayant le plus d'informations à disposition. Tout à fait. Donc pour avancer, en effet, on est parti nous de 3 problématiques qui sont des problématiques du métier, qui nous ont été remontées par nos utilisateurs, et donc on cherche à adresser du mieux possible. Le premier, c'est la nécessité d'accroître la visibilité sur cette activité de sourcing et de pré-sourcing. En fait, elle est toujours réalisée par les directions achats, par les acheteurs, mais elle n'est pas toujours valorisée, et elle ne permet pas toujours d'embarquer également un maillon de la chaîne essentielle, qui est le client interne, qui lui aussi bien évidemment doit être impliqué dans cette phase de sourcing. Donc la nécessité, autant pour la direction achat que pour les clients internes, d'avoir une meilleure visibilité sur cette activité de sourcing ou de pré-sourcing, donc savoir ce qui a été réalisé. Donc c'était un enjeu, en effet, c'est un enjeu important quand on arrive chez un de nos clients, que de répondre à cette problématique. Il y en a une seconde qui est
le manque de contrôle sur ces pratiques. Donc, en effet, mettre en place des règles et des workflows, des processus de validation, mais bref, tout un tas de garde-fous pour s'assurer que, en effet, on vient bien différencier les stratégies de sourcing. Et donc, pour un projet de sourcing complexe, on va appliquer une stratégie de sourcing qui peut être complexe. Pour un achat moins stratégique, on va chercher à automatiser et quand même à essayer de réaliser un workflow qui est digital, donc sur l'outil, et qui peut être une procédure très très simple, par exemple, comme simplement de s'assurer de la bonne collecte de 3 devis sur des achats relativement libres, par exemple. Donc voilà, c'est cette nécessité de renforcer les contrôles sur les pratiques de sourcing et pré-sourcing, et puis voilà, au-delà du sourcing stratégique qui, lui, pour le coup, historiquement, était déjà plutôt bien couvert par les outils. Donc, c'est aussi mettre en place des procédures de contrôle des pratiques sur les sourcings liés aux achats tactiques, par exemple, ou aux achats spot. Et puis ensuite, il y avait un troisième enjeu qui était la difficulté à sourcer les bons fournisseurs. Donc, en effet, quand on associe un grand nombre de contraintes, bien, ça devient difficile d'identifier des panels, de constituer des panels de fournisseurs, donc d'identifier des fournisseurs qui sont capables de répondre à mon besoin, d'aller chercher la bonne information au bon endroit, donc que ce soit pour accéder à un référentiel de fournisseurs existant qui est pas forcément une base qui est accessible de tous, pour maintenir à jour cette information, mais aussi pour intégrer des contraintes techniques dans son projet de sourcing. Par exemple, je recherche de l'innovation, je recherche des sociétés innovantes. Donc là, il faut pouvoir comparer les innovations sur des critères qui sont comparables. Donc pour ça, nous, on récupère par exemple de la donnée liée à l'innovation. Est-ce que l'entreprise fait du CIR, est-ce qu'elle fait du CI, est-ce qu'elle a tel ou tel brevet. Pour la responsabilité sociale, environnementale, de la même manière, ça peut être une contrainte importante. On peut intégrer des critères qui permettent de juger les entreprises sur des informations homogènes. Jean, je ne sais pas si tu voyais… non, mais ces cas-là sont des cas qui nous sont remontés de nos clients dans les échanges qu'on a avec eux au quotidien. Et c'est vrai que la difficulté à sourcer les bons fournisseurs et surtout à s'assurer d'avoir une exhaustivité dans ses recherches, ça fait vraiment partie de la problématique numéro 1. Comment m'assurer d'avoir une recherche qui soit complète dans un temps qui soit le plus court possible, parce que faire du sourcing, on est tous plus ou moins capables de le faire, mais ça prend un temps énorme. Et vous allez voir que la solution qu'on a développée va vous permettre de faire cette phase de sourcing que vous faisiez sûrement auparavant, mais de la faire d'une manière beaucoup plus exhaustive et dans un temps énormément plus court. Très bien. Quelle technologie du coup on utilise pour réaliser et répondre à ces enjeux-là? La première brique technologique, elle est essentielle, elle est indispensable, c'est le système de plateforme. Donc quand on parle de sourcing, on parle bien d'un jeu avec 3 parties prenantes, la direction achat, l'acheteur, mais aussi les fournisseurs et aussi les clients internes. Donc il fallait pour nous développer une technologie qui se basait sur une plateforme et qui permet à chacun de ces groupes d'utilisateurs d'avoir un accès propre, mais sur la même plateforme, ce qui permet d'offrir par exemple des intégrations fluides, un meilleur engagement des fournisseurs qui vont accéder à une seule plateforme et qui vont pouvoir autant échanger avec des groupes comme Monoprix qu'avec le ministère des Armées, par exemple, qui sont tous deux utilisateurs de Silex, tout ça en utilisant un seul espace. Ça, c'est vraiment essentiel dans le confort d'utilisation que ça peut générer pour l'utilisateur. Bien évidemment, de votre côté, pour les achats, c'est nécessaire aussi de pouvoir dissocier les droits d'accès. On ne peut pas avoir les mêmes fonctionnalités quand on est acheteur par rapport à un client interne qui va davantage souhaiter pouvoir suivre et observer ce qui est réalisé dans cette phase de sourcing. Je vais revenir sur l'intelligence artificielle qui, vous le voyez déjà, se décompose en 3 sous-segments chez nous, mais je vais parler surtout d'accessibilité. D'accessibilité chez nous, c'est une solution qui est disponible en SaaS, donc en ligne. On se connecte avec une adresse email, un mot de passe, et puis chaque utilisateur a son propre compte, son propre espace avec ses propres fonctionnalités, et donc une mise à jour et une disponibilité de l'outil qui est permanente et continue. Et puis un enjeu qui est fort aussi pour nous, qui est l'ergonomie de toutes les interfaces qu'on cherche à mettre à disposition. Ça, c'est essentiel. On développe des technologies de pointe, mais encore faut-il qu'elles soient
prise en main simplement. Et donc pour ça, on attache énormément d'efforts à avoir une parfaite ergonomie de nos interfaces pour que les utilisateurs puissent les comprendre le plus simplement possible. D'où en effet cet investissement massif et très concret chez nous en matière d'ergonomie. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, donc trois grands domaines chez nous, je le disais au démarrage, l'analyse sémantique, je vais y revenir, le big data et le machine learning. Alors du coup, on peut le dissocier l'IA en deux. Hein. Pour faire de l'IA, il faut de la donnée, donc en effet des gros volumes de données, des technologies qui permettent de gérer ces gros volumes de données. Il faut bien voir quand on parle de gros volumes de données, hein, en France, rien que sur le périmètre français, hein, qui est un périmètre standard chez nous, c'est 10,5 millions d'entreprises. C'est une soixantaine de sources de données qui alimentent notre connaissance sur toutes ces entreprises, et c'est mis à jour tous les jours. Donc, pour garantir une mise à jour d'un tel volume de données, bien en effet, on utilise des technologies qui affairent au big data en particulier pour pouvoir exploiter ces gros volumes de données et puis vous les remettre à disposition lorsque vous en avez besoin. Donc la donnée, c'est indispensable, et après il faut des algorithmes, donc là pour le coup de l'IA, qui permet de travailler cette donnée. Donc pour ça, il y a deux outils importants chez nous, ce qui a faire à l'analyse sémantique. Donc c'est ça permet d'automatiser certains traitements et des saisies manuelles. En fait, c'est la compréhension du langage naturel. Donc ça, vous allez voir après comment on le retrouve très concrètement dans l'outil. Et puis le machine learning, qui en fait se base sur l'enregistrement des comportements des utilisateurs. Donc c'est bien évidemment totalement anonymisé, mais ça nous permet dans le temps d'améliorer en permanence nos algorithmes pour gagner en finesse. Plus on a d'utilisation, finalement, plus ça va être pertinent, et puis plus ça va permettre par exemple d'introduire des notions de tendance. Pour l'analyse sémantique, concrètement, en fait, on a et on développe chez Silex un arbre de connaissances qui nous est propre, qui est en fait un arbre de connaissances lié à la catégorisation fournisseur. Donc, pour le dire autrement, on va catégoriser en permanence, puis c'est quelque chose qui est dynamique, toutes les entreprises, sauf que chez nous, c'est pas un pour un, c'est une entreprise, elle a affaire à tel pourcentage, à telle catégorie, pour telle autre catégorie, et puis c'est dynamique, c'est-à-dire quand son activité évolue, et bien cette catégorisation évolue également. Et donc pour ça, il faut être capable de comprendre l'activité de l'entreprise. C'est du langage naturel, donc on cherche à récupérer toute cette donnée-là, puis à la comprendre, à être capable de la digérer, puis ensuite être capable de la traiter. Et donc pour ça, en effet, on utilise des technologies d'analyse sémantique. En termes de données, du coup, on se demande toujours qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Donc là, c'est pour vous donner un premier ordre d'idée. Donc nous, on a un socle exhaustif. Je parlais du périmètre français tout à l'heure, mais bon, on a de l'open data dans 90 pays dans le monde, mais c'est bien ici ce qui est présenté comme dans notre périmètre de données standard. Donc la donnée open data en France qui est tout à fait riche, avec des données qui sont quotidiennement mis à jour pour la plupart, et on va avoir des choses aussi diverses que l'INSEE qui va nous donner des informations identitaires sur la société, comme le BODAC sur d'éventuelles procédures collectives en cours, Infogreffe pour la partie davantage financière, l'INPI ou EPI sur les innovations qui sont proposées par les entreprises. Donc, c'est un exemple de source de données open data. Il y en a beaucoup plus. En effet, on a une multitude de sources de données open data en France, et on connecte toutes ces sources de données pour les remettre à disposition de nos utilisateurs en fonction de leurs besoins. Le but, c'est pas de noyer sous la donnée, parce que rien que la donnée open data est déjà elle-même très, très riche. Au-delà de cette donnée open data, on va récupérer la donnée qui est disponible sur le web. Alors, il faut savoir que en B2B en particulier, on a un peu moins d'une entreprise sur deux en France qui a un site web. Donc, quand la donnée est disponible, on récupère la donnée qui est sur le web, ce qui nous permet d'accroître cette connaissance de nos fournisseurs. On a également, vous êtes également utilisateur de fournisseurs de données privées, donc des données de conformité fournisseurs, par exemple, comme e-attestation, mais aussi des données de fournisseurs de données financières, donc comme Altares, CreditSafe, BVD, enfin il en existe tout un tas que vous connaissez très très bien et qu'on sait également agréger, donc en fonction généralement d'un contexte qui est déjà le vôtre. Hein, vous êtes déjà consommateur de ces données. C'est plutôt une manière
d'optimiser l'utilisation que vous en faites en les mettant à disposition en phase de sourcing. Donc, on connecte à ce moment-là leurs sources de données, ce qui vous permet également d'avoir accès à ces informations et donc à ces autres sources de données privées, mais qui sont très intéressantes en phase de sourcing. Également, et c'est souvent des projets à part entière, hein, la donnée interne, elle est essentielle, donc c'est votre donnée, tout ce que vous avez d'existant hein, sur votre référentiel fournisseur, on va chercher à le récupérer. Donc ça peut être une information très très simple, simplement un tiret et puis un mot de passe simplement pour pouvoir et une adresse email. Parce qu'un contact mail c'est précieux, et puis un contact mail et le numéro tiret qui nous permet nous de faire le lien et puis ensuite de récupérer toutes ces autres sources de données et de connecter ensuite pour vous permettre d'avoir une donnée parfaitement à jour sans que vous ayez besoin de la compléter. Voilà une autre utilisation particulièrement intéressante de cette plateforme de données. Puis enfin, un dernier niveau qui nous est donné par le fournisseur lui-même, hein, donc le réseau fournisseur, ce qu'on appelle nous le réseau fournisseur, mais donc en effet, l'utilisateur comme nous-mêmes directement, parfois sur certaines catégories, on peut demander au fournisseur de renseigner un certain nombre d'informations complémentaires. Donc ça peut être des références, des catalogues, bref, tout un tas de données qui peuvent être intéressantes pour vous, toujours en faisant en sorte que ce soit le plus simple possible pour le fournisseur. Et oui, ici on parle souvent de vision 360 des fournisseurs ou de référentiel fournisseur augmenté, dans le sens où on va venir capitaliser sur l'ensemble des données fournisseurs qui sont disponibles, que ce soit les données que vous avez vous sur vos fournisseurs, l'expérience que vous avez pu avoir sur ces fournisseurs, comme disait Quentin, les contacts que vous avez sur ces fournisseurs, sur les données disponibles en open data et mises à jour quotidiennement, et puis sur les données données par les fournisseurs, donc renseignées par les fournisseurs, qui vous permet vraiment d'avoir l'entièreté, le tour complet des données. Très bien, et bien de toute façon c'est bien, ça fait le lien avec la suite puisque c'est en effet notre méthode. On va d'abord s'attacher dans un premier temps à digitaliser en fait vos procédures, donc en fait concrètement à digitaliser la donnée, donc à collecter ce qui est existant chez vous en termes de procédures de données et de données disponibles, et à ce moment-là on va pouvoir réfléchir à automatiser, à robotiser certaines tâches, à aller chercher par exemple de la donnée automatiquement pour l'utilisateur, donc lui amener la donnée pour qu'il puisse ensuite faire le bon choix. Donc c'est le premier temps généralement des projets qui sont qu'on met en place avec nos clients, c'est cette collecte de données. Déjà, vous donnez la possibilité de digitaliser des tâches qui souvent, bien souvent, ne l'étaient pas forcément avant, ou du moins pas dans un process unifié. Ensuite, on va travailler sur les aspects de pilotage. D'une année sur l'autre, essayer de vous donner de la visibilité sur ce qui est réalisé pour que vous puissiez orienter au mieux les stratégies. Et puis, dans un troisième temps, et c'est là qu'on va pouvoir parler d'IA dans les process, on va pouvoir faire de la prédiction. Mais donc, pour ça, en effet, on va devoir avoir connaissance de votre environnement, de vos données, de vos process, pour en effet pouvoir parler de prédiction, voilà, pour réellement parler de prédiction. Sinon, en effet, on aurait une partie qui serait une inconnue, c'est-à-dire on peut avoir toute la donnée issue du marché, toute la donnée disponible issue du marché, mais il nous faut quand même de la donnée sur votre contexte et vos stratégies. On peut pas en effet les inventer parce qu'elles sont bien spécifiques à chacun de nos clients. Et c'est bien important, ces trois phases qui sont vraiment primordiales, parce que l'intelligence artificielle se nourrit de la donnée, elle peut pas venir de nulle part et inventer quelque chose. Donc, on a vraiment besoin de ces deux premières phases de collecte et de pilotage pour être capable d'utiliser au maximum votre donnée et de vous en donner et de vous en rendre un résultat et des prédictions qui sont intéressantes et utilisables. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est bien puisqu'on va revenir à un peu plus de théorie. Donc, l'utilité de l'IA, alors si on doit la résumer dans la pratique du sourcing, mais qu'est-ce qu'on va retrouver en fait comme principaux use cases? Donc, on parle d'améliorer la connaissance des marchés, de la meilleure maîtrise des risques. Donc, en effet, quand on réalise une étude de marché, donc en phase de sourcing, on a besoin
de récupérer tout un tas d'informations et puis ensuite dans le temps, il faudra capitaliser sur ces informations qui sont analysées. Donc ici, la technologie permet en effet des gains de temps significatifs pour mieux connaître vos marchés, mais aussi mieux maîtriser les risques qui sont associés, je le disais tout à l'heure, en ramenant des données qui permettent par exemple de qualifier le niveau de risque. Généraliser le sourcing, différencier les stratégies d'achat, je le disais en préambule, mais le fait en effet de pouvoir faire davantage, plus vite, permet de généraliser les pratiques de sourcing. Donc généralement, au début d'un projet, on va commencer, c'est souvent ce qu'on constate sur par exemple de la constitution de panels, on va commencer sur des achats les plus stratégiques, mais en fait, nous, ça marche indifférent. Enfin, des technologies fonctionnent, peu importe le volume de l'achat. Donc, en fait, progressivement, l'utilisateur va couvrir de plus en plus de procédures. Donc, on va chercher quelque part, la direction achat va chercher à baisser ces seuils de contrôle pour généraliser en fait la pratique du sourcing tout en différenciant les stratégies. Donc, en effet, je ne vais pas sourcer de la même manière un petit achat versus un achat qui serait plus stratégique. Donc, mais par contre, je vais quand même chercher à mettre en place une procédure, puis ensuite je vais pouvoir la piloter dans le temps. Donc, c'est intéressant pour l'utilisateur, ce qu'il peut faire plus vite, plus justement, mais aussi pour la direction qui derrière va avoir du feedback pour pouvoir piloter et comprendre comment elle organise ses stratégies de sourcing. On parle aussi d'automatiser ces process et donc renforcer l'application des procédures. Donc, je le disais déjà à demi-mot. Et puis, mais peut-être Jean, là-dessus, je peux également te laisser dire un mot, puisque sur la partie predictive procurement, on le disait juste avant, mais donc en effet, le fait de pouvoir gérer ces gros volumes de données et puis d'avoir la compréhension de l'historique d'utilisation, ça peut permettre ensuite de prédire les bonnes stratégies et donc d'une année sur l'autre de mieux planifier ces achats. Exactement, et c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir capitaliser justement sur les comportements des utilisateurs, c'est qu'on va être capable de comprendre comment ils ont réagi, de comprendre les choix qu'ils ont faits. On est bien en phase de sourcing, donc on va avoir différentes solutions qui vont être à disposition, des solutions internes, des solutions externes. L'utilisateur va faire un choix final et ce choix-là va nous permettre de capitaliser là-dessus, de comprendre le raisonnement et la réflexion qu'il y a eu pour pouvoir, dans un second temps, après un certain nombre d'utilisations, pouvoir prédire ou pouvoir au moins guider pour faire un achat un peu plus guidé. C'est très bien parce que du coup, on rentre dans le vif du sujet avec les parties d'avantage projet. On va parler un petit peu de ce qu'on fait en matière de projet, de Tout à fait. Des équipes. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de s'intéresser un peu plus en termes fonctionnels à ce que Silex propose, comment on vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle dans cette phase de sourcing. Ce qui est important de comprendre, c'est que chez Silex, on a 3 grands blocs fonctionnels qui viennent suivre le flux logique de l'achat et de votre métier. Dans un premier temps, il y a un besoin achat qui va vous être remonté. Donc là, on va parler de collecte du besoin auprès des prescripteurs. On vous propose une fonctionnalité et un outil qui vous permet de faire des campagnes de collecte, donc pouvoir gérer cette remontée de besoins, que ce soit une fois par an ou au fur et à mesure, à chaque fois qu'un besoin naît. Et puis, on va être aussi dans la capacité d'intégrer des workflows et des assignations automatiques. C'est-à-dire qu'on va mettre en place vos règles internes dans notre outil qu'on va paramétrer. Et quand un besoin sera remonté par un prescripteur, il pourra être assigné automatiquement à l'acheteur qui pourra ensuite le gérer en fonction de vos règles internes. Une fois que ce besoin vous est remonté, en tant qu'acheteur, vous allez devoir donc traiter ce sourcing avec dans un premier temps la volonté et le besoin d'aller chercher les solutions qui existent en interne. Quelles sont les solutions qui peuvent exister en interne? On va parler de contrats cadres, on va parler de fournisseurs référencés et c'est ce que nous on appelle les référentiels internes. Donc en fait, on va venir intégrer vos différents référentiels dans notre solution, qui va permettre à l'acheteur d'avoir une vision d'ensemble et instantanée de toutes les solutions internes qui sont à sa disposition. Donc, il va pouvoir aller piocher dans un contrat cadre que lui ou qu'un autre acheteur aura signé. Il pourra aussi aller voir dans des catalogues un peu plus standardisés. Donc là, on peut parler de catalogues style Amazon Business ou autre catalogue que vous aurez pu négocier. Et puis ensuite, il va pouvoir aller voir les fournisseurs qui font partie de ces fournisseurs référencés. Et puis enfin, on a notre troisième brique fonctionnelle qui est la partie scouting,
qui est quand même historiquement la brique la plus importante chez Silex, et qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller interroger le marché. C'est-à-dire que j'ai un besoin d'achat qui m'a été remonté, j'ai regardé dans mes différentes bases internes si j'avais une solution à disposition, et dans un troisième temps, ne trouvant pas de solution en interne, je vais aller interroger le marché, trouver de nouveaux fournisseurs, trouver des fournisseurs potentiels pour pouvoir soit aller challenger mon fournisseur existant, soit vraiment trouver de l'innovation, trouver des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire. Et le point le plus important chez Silex, c'est l'exhaustivité des entreprises. Donc en version standard, comme disait Quentin, on est sur des entreprises françaises. Donc vous aurez la capacité de sourcer parmi toutes les sociétés en France, mais aussi dans le monde, sur des projets un peu moins standards, ce qu'on fait avec certains de nos clients. On en parlera un peu plus tard. Mais surtout d'avoir des données à jour et en temps réel sur ces sociétés. N'importe quelle société, vous aurez des données financières, le chiffre d'affaires, le résultat, le nombre de salariés, les secteurs d'activité sur lesquels elle se positionne, est-ce qu'il y a une procédure collective, toutes les données dont vous a parlé Quentin tout à l'heure, ce qui vous permet dès la phase de sourcing d'avoir une vision claire des solutions qui s'offrent à vous et de pouvoir constituer ainsi votre panel fournisseur pour l'appel d'offres ou pour la procédure qui en découlera. Et puis là, tu veux compléter peut-être? Non, c'est tout à fait ça. Puis c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup parce qu'en effet, c'est le scouting et la fonctionnalité historique, et puis certainement la plus aboutie, celle qui fait appel aux technologies les plus pointues. Mais au-delà de ça, c'est aussi des petites fonctionnalités. Et là, c'est plutôt qu'à faire plutôt au digital, mais qui permettent d'automatiser la réalisation d'un certain nombre de tâches. Par exemple, la réalisation de benchmarks, la réalisation de fichiers rapidement exportables avec toutes les informations sur les entreprises, qui permettent simplement de comparer sur une base comparable des fournisseurs entre eux. Donc voilà, c'est des petites fonctionnalités qui font pas forcément appel à des technologies très pointues, mais qui permettent d'un gain de temps considérable. Et là, c'est plutôt les économies qui sont réalisées par le digital. Donc voilà, parfois IA et digital permettent tous les deux, en tous les cas, ce renforcement de la performance. Tout à fait. Et puis la dernière fonctionnalité, qui est donc une fonctionnalité un peu plus transverse et transversale, qui est le pilotage et la gestion de projet. Qui dit besoin d'achat dit projet achat. Donc on vous propose aussi une fonctionnalité qui va vous permettre de suivre l'évolution de ce projet achat du début à la fin, et puis d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble de vos projets d'achat, qui vous permet de piloter un peu votre activité, que ce soit d'anticiper des surcharges ou des sous-charges de travail, mais ça peut être aussi pour avoir juste une vision d'ensemble sur une saisonnalité de besoins qui remontent de la part de vos prescripteurs et qui vous permettent sur les années futures d'anticiper ce genre de choses. Donc voilà pour les parties fonctionnelles et les briques fonctionnelles qu'on peut proposer chez Silex. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter des cas concrets, des cas clients qu'on voit au quotidien et que mes équipes et moi-même sommes confrontés au quotidien avec nos clients. Ce que je vous propose, c'est de prendre les trois principales fonctionnalités. On a parlé de scouting, on a parlé de référentiel interne, et puis on a parlé de demande d'achat. Je vous propose de vous prendre un cas client à chaque fois pour vous montrer un peu comment nos clients se sont appropriés nos technologies, appropriés nos fonctionnalités, et puis comment ils s'en servent pour en tirer des bénéfices au quotidien. La première fonctionnalité étant la fonctionnalité de sourcing, donc de recherche de fournisseurs grâce à l'intelligence artificielle. Et le premier cas client dont je voulais vous parler, c'est Covea. Le contexte Covea est assez intéressant parce qu'on est sur une direction achat qui est très mature, avec un flux achat transactionnel qui est très digitalisé. Donc pour la petite histoire, ils sont full suite sur un éditeur de e-procurement français que vous connaissez sûrement très bien. Donc ils n'ont vraiment aucune problématique là-dessus. Ils sont très matures sur l'entièreté de leur processus, mais ils avaient une problématique en amont de l'appel d'offres. Comment qualifier mes fournisseurs, comment traiter mes prospects fournisseurs et comment être sûr que la réalisation de mon panel fournisseur pour mon appel d'offres est la plus professionnelle et la plus exhaustive possible. Aujourd'hui, ils utilisent Silex de manière complètement intégrée à leur flux, c'est-à-dire qu'on s'est branché à leur solution d'e-procurement, on est branché à leur solution à leur ERP,
On parlait tout à l'heure de technologie. On est une société jeune avec des technologies jeunes, ce qui nous permet une agilité dans nos interfaces et donc une simplicité pour se brancher à vos systèmes existants. Et donc, Covea aujourd'hui utilise Silex pour 100% de ses sourcings. Le but était de généraliser le sourcing. Donc, la volonté de la direction, c'était vraiment de challenger les fournisseurs existants sur chacun des besoins. Donc, aujourd'hui, dès qu'un besoin remonte chez eux, l'acheteur va aller se connecter sur Silex, va venir sourcer et constituer son panel fournisseur sur Silex. Ils ont aussi de fortes notions de RSE et d'innovation, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais sur Silex, vous allez pouvoir être capable de faire des recherches uniquement sur des fournisseurs qui font partie de l'économie sociale et solidaire, ou vous allez pouvoir faire une recherche sur des fournisseurs qui ont un brevet particulier. Donc eux, c'était vraiment une notion très forte chez eux aussi. Et donc, l'entièreté de leur sourcing passe par notre plateforme. Et une fois qu'ils ont constitué leur panel fournisseur, ils vont aller dans leur outil d'e-procurement transactionnel pour faire leurs enchères inversées ou leur appel d'offres standard, on va dire. Ouais, non, tout à fait. Et c'est également, et c'est là où on voit toute la spécificité aussi de l'utilisation de cette fonctionnalité. Ils appliquent sur chacune des équipes des procédures tout à fait différenciées. Donc il n'y a pas une manière de faire. On ne fait pas du RSE. Mais par contre, ils analysent et ils regardent où est-ce que ils peuvent intégrer des fournisseurs RSE, où est-ce que les pratiques sont différentes. Ils essayent de comprendre les différences entre les équipes au sein des pratiques de sourcing. C'est évidemment, on ne va pas sourcer de la même manière des matières premières par rapport à de la prestation de services marketing, par exemple. Donc, ça leur permet également d'aller analyser ces différentes stratégies et puis de les modifier, de les piloter, de les améliorer d'une année sur l'autre. Tout à fait. Donc, on va regarder maintenant un second cas client, donc qui est plus sur la partie référentiel fournisseur. Et là, je vais vous parler de Monoprix, donc il y a un projet que mes équipes font depuis quelques temps et qui est très intéressant parce que ça devient un peu un cas d'école pour nous et ils ont une approche projet qui est très intéressante. Donc, pour vous donner un peu de contexte et d'historique, la problématique Monoprix, dans un contexte d'équipe achat un peu décentralisée, était l'accès à la donnée fournisseur. Comment capitaliser sur les connaissances que mes acheteurs ont, comment mutualiser l'information sur mes fournisseurs, comment m'assurer que si j'ai une personne qui s'en va ou si j'ai un changement d'équipe, tout l'historique va rester en interne et sera disponible pour tout le monde, par et pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, ils utilisent Silex. On a intégré leur référentiel fournisseur. Ils ont intégré tout leur savoir, tout l'historique de leur savoir qu'ils avaient. Et aujourd'hui, ils ont donné accès à l'ensemble de leurs équipes achats et prescripteurs à notre solution pour qu'ils puissent venir accéder sur leur référentiel fournisseur à des données à jour, vérifiées, compilées avec l'historique qu'ils avaient en interne. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme pour eux parce que en 2 clics, ils ont accès à toutes les données. Et puis, on a fait un travail très intéressant avec eux qui est ce qu'on appelle une campagne d'activation. Donc, c'est environ 10 000 fournisseurs avec qui on a communiqué en direct. En fait, on a fait un travail en travaillant de manière très agile et très étroite avec Monoprix, où on a rédigé une communication qui a été envoyée à l'ensemble de leurs fournisseurs, leur expliquant la méthode et la démarche qui était mise en place par Monoprix. Le but étant d'avoir aussi plus de transparence pour eux au niveau de leurs fournisseurs. Et donc, tous les fournisseurs sont inscrits aujourd'hui sur Silex. Ce qui est très intéressant pour Monoprix parce qu'ils peuvent communiquer en direct avec leurs fournisseurs en phase de sourcing pour qualifier un besoin, pour préciser une partie de leur cahier des charges. Mais ça bénéficie aussi à l'ensemble de nos clients. Comme expliqué Quentin tout à l'heure, quand un fournisseur s'inscrit sur Silex, il peut être sollicité et communiquer avec l'ensemble de nos clients. Donc, quand on a fait cette campagne d'activation de compte, c'est 10 000 fournisseurs en plus qui sont venus nourrir notre base et qui bénéficient à l'ensemble de nos clients. Donc voilà, et bien évidemment, on nous pose parfois la question, pour toutes, il y a une partie en fait qui est donc de données qui sont centralisées, donc des données publiques, des données qui proviennent du web. Bien évidemment, toute la donnée tous les inputs spécifiques au groupe Monoprix ne sont accessibles qu'aux collaborateurs de
du groupe Monoprix. Donc, je crois qu'OVA, qu'on voyait juste avant, partage de mémoire, c'est une quarantaine d'utilisateurs au sein de, donc une quarantaine d'acheteurs au sein de la direction achat. Monoprix, je crois que c'est une vingtaine de collaborateurs, donc qui partagent cette donnée-là. Ils sont bien les seuls, ces 20 collaborateurs, ces 20 acheteurs, à accéder à leurs données qu'on est venu. Donc, en effet, c'est aussi des gros niveaux de sécurité, bien évidemment, mais surtout une donnée qui est non partagée entre les utilisateurs. Du moins, il y a deux volets qui le sont. La donnée qui est déclarée par le fournisseur et la donnée open data, c'est une donnée que nos utilisateurs partagent. Par contre, la donnée qu'on appelle interne, la donnée interne à vos organisations, sont bien accessibles que des collaborateurs de votre organisation et encore en fonction des droits d'accès. Tout à fait. Et c'est important de le préciser parce que c'est la force aussi de Silex de pouvoir chercher de la donnée partagée, mais aussi de capitaliser sur de la donnée interne qui est vraiment uniquement la vôtre et que vous ne souhaitez pas forcément partager avec les autres clients ou les autres organisations. Alors, je vous propose d'avancer maintenant et de partir sur le troisième cas d'usage, qui est la partie automatisation des achats standards. C'est un travail qu'on fait avec Total. C'est un très très gros projet qui occupe beaucoup de temps de nos équipes, mais la problématique de Total, au niveau de ces achats standards, c'est que c'est énormément décentralisé. C'est un cas d'école, dans une usine, une personne a besoin d'un moteur ou d'un autre produit, et puis il va acheter au plus simple parce qu'il n'a pas forcément accès à l'entièreté des données. Donc ce qu'on fait avec Total, c'est qu'on a intégré l'entièreté de leur base de données, que ce soit les stocks, que ce soit les contrats, les listes de fournisseurs préférentiels dans le monde entier. Et quand un utilisateur dans une usine ou ailleurs a besoin d'une référence, d'un moteur par exemple, il va aller fouiller là-dedans. Donc, il va avoir accès à tous les stocks des usines de Total pour voir si une référence correspond dans un des stocks. Si dans un des contrats négociés par un autre acheteur, il y a possibilité aussi d'acquérir ce type de produit dans les fournisseurs référencés, et puis finalement à l'externe, ce qui permet à l'acheteur, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, d'avoir une vision d'ensemble, étape par étape, de regarder dans les solutions les plus spécifiques aux plus standardisées et de pouvoir prendre la bonne décision pour acheter le bon produit au bon prix et au bon moment. Ce qu'on appelle parfois le guided buying, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est les buying channels. On va en fait permettre au prescripteur ou à l'acheteur délégué d'avancer dans un chemin qu'on aura nous en tant qu'acheteur défini, et ce qui nous assure qu'il respectera nos procédures et achètera selon des critères qu'on a définis en amont. Et ici, peut-être juste pour préciser, je pense que la grande force de notre technologie, c'est qu'elles sont hyper paramétrables. Donc le but, c'est pas d'imaginer pour vous, pour nos clients, la bonne manière de faire. C'est vraiment de concevoir un paramétrage qui est spécifique et qui va répondre aux enjeux et aux priorités, à la stratégie achat de nos clients. C'est ça. Et ça, ce sont vraiment des réflexions qu'on fait avec nos clients en amont. On n'est pas sur des solutions standards ici. On est sur des solutions et puis des cas d'application qu'on crée avec nos clients en confrontant leurs problématiques à nous, les solutions qu'on peut apporter, et c'est vraiment en phase de projet qu'on fait tout ça. On fera un plaisir avec nos équipes d'échanger avec vous sur ces différents sujets. Peut-être on va se rapprocher de la fin, peut-être on pouvait parler un petit peu de ROI, comment ça se passe, la construction de la mise en place de ces ROI. Alors quand même, ce qu'il faut bien voir là sur les trois cas d'usage qu'on vient de vous présenter, sur lesquels on pourra revenir, et même si en effet parfois il peut nécessiter d'un effort de paramétrage plus ou moins important à l'initialisation du projet, c'est bien des versions, des solutions qui sont standards, rapidement disponibles, qu'on sait mettre très vite à disposition et qu'on va faire évoluer après dans le temps. Et donc, en fonction des fonctionnalités qu'on met à disposition ou des angles sur lesquels ensuite vous choisissez d'utiliser la technologie, eh bien, on va pouvoir évaluer en effet un certain nombre d'indicateurs de performance et d'évaluer un retour sur investissement techno. Et c'est très important pour nous et on le fait sur chacun des projets, de suivre et d'accompagner nos clients dans justement le suivi et la mise en place de ces indicateurs de performance pour à la fin avoir un retour sur investissement technologique. Parce nous on en est convaincus, mais c'est important aussi de pouvoir le montrer, et on se rend compte qu'il y a énormément
points sur lesquels on peut trouver une valeur ajoutée à utiliser l'intelligence artificielle, à utiliser le big data ou à digitaliser cette phase de sourcing. Donc, il y a forcément deux types d'indicateurs de performance, les quantitatifs qui sont chiffrables plus ou moins facilement, mais qui montrent une valeur ajoutée très concrète et très palpable. Et puis les autres qui sont un peu plus qualitatifs et qui, eux, sont moins mesurables, mais qui apportent quand même une valeur ajoutée au quotidien et qui facilitent le travail des acheteurs au jour le jour. Donc ici, on vous a montré quelques exemples. Le but, c'est pas d'y aller, de les définir et de les décrire un par un. Les slides vous seront envoyés de toute façon par la suite, donc on pourra aussi en discuter. Mais ce qu'on remarque le plus chez nos clients, c'est le gain de temps dans un premier temps. Un événement de sourcing chez certains de nos clients nous disent que ça peut prendre jusqu'à plusieurs semaines. Il faut le temps déjà de trouver les entreprises, ensuite de trouver les informations sur ces entreprises, que ce soit des chiffres d'affaires ou toute la donnée importante sur l'entreprise. Chez nous, en quelques heures, vous aurez une liste d'entreprises pouvant répondre à votre besoin et vous serez capable d'aller comparer les données financières et informatives sur ces fournisseurs. Et puis, on a aussi, on en a parlé beaucoup, mais la généralisation des sourcings. Forcément, si vous mettez moins de temps pour faire un sourcing, vous allez pouvoir en faire plus par année, plus par acheteur et plus en fonction des montants aussi des besoins. Et puis le tout dernier point sur lequel je voulais m'intéresser avant de passer à la suite et de répondre aux éventuelles questions, c'est vraiment la partie innovation. L'innovation, c'est un sujet très sensible qui va de plus en plus vite. Les innovations vont de plus en plus vite. Les entreprises évoluent et inventent de plus en plus vite. En tant qu'acheteur, on est de plus en plus confronté à ce besoin de capter l'innovation chez nos fournisseurs. Chez Silex, vous allez être capable de justement capitaliser sur cette innovation, pouvoir interroger le marché très rapidement et avoir une vision claire des nouvelles entreprises. Quand une entreprise est créée chez Silex, le lendemain matin, vous pouvez la trouver. On est branché à des bases de données comme la BPI qui nous permet de capter très rapidement les entreprises innovantes. Et donc, c'est vraiment un point important que d'être capable de capter l'innovation dès cette phase de sourcing pour pouvoir ensuite adapter son cahier des charges ou intégrer des entreprises innovantes dans vos panels fournisseurs. Et puis, le dernier point, c'est que voilà, le retour sur investissement et l'indicateur de performance, il est propre à chaque entreprise. C'est pour ça qu'on ne vient pas avec un modèle de ROI. On ne vient pas avec des indicateurs prédéfinis parce qu'on est persuadé que chaque problématique client amène un ROI différent. Et c'est pour ça qu'on le construit aussi en phase projet avec nos clients. Très bien, donc peut-être pour terminer, après avoir parlé de ROI, on va parler de ce qu'on appelle chez nous le projet Silex Cognitive Sourcing, donc qui est en effet l'utilisation de notre technologie, donc du socle de technologie Silex sur lequel on a en fait collé deux technologies qui sont pour le coup standards et bien maîtrisées maintenant. Mais qui permettent de donner un autre rendu à la technologie. Donc, c'était un vrai exercice de vision parce qu'aujourd'hui, nos clients sont pas forcément prêts à intégrer des technologies aussi pointues. Mais ça montre bien aussi justement que maintenant, on est vraiment dans une phase où ces technologies, et c'est ce qu'on a cherché à vous présenter ici, elles sont tout à fait compréhensibles et accessibles pour vous dans votre quotidien sur des sujets que vous maîtrisez aussi bien que celui du sourcing. Et donc, en effet, en début d'année, au CES de Las Vegas, on présentait un prototype qui embarquait donc cette technologie dont on vous a parlé, ce cœur technologique, mais aussi deux autres composantes que sont la réalité augmentée et la reconnaissance d'objets, et donc qui permet de retrouver en fait la même expérience, les mêmes procédures, mais par exemple à travers des lunettes connectées ou tout autre device qui permet, tout autre terminal qui permet en effet d'intégrer de la réalité augmentée. Donc j'ai une information en temps réel. Donc admettons par exemple, c'est ce qu'on voit en bas à gauche de la slide, j'ai un moteur électrique qui tombe en panne, et bien immédiatement l'image reconnaît le moteur électrique, sa référence, et puis va chercher l'information sur sa disponibilité éventuelle, où est-ce qu'elle est disponible et quelles sont mes contraintes ensuite de sourcing pour aller
en fait m'orienter et aider l'utilisateur à s'orienter vers la meilleure décision. Donc tout ce travail qu'on a l'impression d'ici de voir, qu'on retrouve dans un écran et puis ça paraît très accessible, en fait nécessite de faire tout ce qu'on a vu précédemment. Donc cette phase de collecte de données, cette phase de pilotage des stratégies et puis ensuite d'orientation pour pouvoir justement faire de la prédiction comme on le disait. En fait, c'est des choses qui sont technologiquement disponibles aujourd'hui, mais l'enjeu, il est pour les directions achats maintenant, c'est de s'approprier ces technologies quelque part, de mettre, continuer d'avancer sur ces sujets pour intégrer progressivement ces technologies et faire en sorte que dans un avenir proche, bien on aille jusqu'à proposer des expériences qui semblent être aussi pointues que l'utilisation de la réalité augmentée ou de la reconnaissance d'objets directement dans le cadre de son quotidien. Donc, complètement. Et c'est là où la technologie et l'intelligence artificielle prend tout son sens. On vient pas amener de la technologie pour remplacer ou pour faire à la place de l'acheteur. On utilise la technologie pour donner à l'acheteur toutes les clés pour prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est bien le sens, à mon avis, en tout cas, de l'utilisation des technologies. C'est comment nous permettre de mieux faire notre travail au quotidien et d'avoir toute la donnée disponible pour avoir une décision qui soit la plus efficiente. C'est ça, c'est bien le back office qui est important et pas ce qu'on voit, pas ce front office. Il faut avoir la capacité de traitement. C'est pour ça que je disais bien tout à l'heure l'utilisation avant tout du cœur technologique sur lequel on a associé un certain nombre de technologies qui maintenant sont bien maîtrisées, que sont la réalité augmentée par exemple. Bah, merci beaucoup. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. Alors, je ne sais pas si l'auditoire est timide ou si vous avez été complètement exhaustif dans vos propos, mais on n'a pas beaucoup de questions. Alors, on en a quelques-unes, notamment, peut-être que ça pourrait être intéressant, alors une question de Lassad Diab, qui demandait un peu plus de cas clients. Sur les slides de cas clients. Alors, peut-être l'occasion de revenir sur un ou deux projets. Peut-être parler un peu plus concrètement de comment se passent les projets chez nous au travers d'un exemple. Ouais, bien sûr. Les cas clients, étant donné qu'on a que quelques minutes, je vous invite peut-être à nous contacter. On pourra en rediscuter de manière un peu plus directe. Le but étant de vous donner aussi des cas clients qui correspondent peut-être à vos problématiques. Mais en termes de projet, forcément, quand on parlait du projet total où on doit intégrer l'entièreté des données dans le monde de leurs différents systèmes d'information, ça prend du temps. Mais sur des projets standards, en fait, on a une solution qui peut aussi très bien fonctionner en stand-alone. Donc, on vous met à disposition la fonctionnalité de sourcing. Vous allez pouvoir aller sourcer, découvrir des nouvelles entreprises, compléter vos référentiels fournisseurs. Ce sont des projets qu'on peut faire très rapidement, en quelques semaines. Nous, la solution chez nous, elle est standard, elle est prête. On a uniquement à paramétrer votre compte, à former vos collaborateurs et ça peut être très rapidement intégré. Donc, on est capable de vous fournir en quelques semaines une solution qui soit opérationnelle et avec les données à jour sur l'entièreté des entreprises. Donc, il n'y a pas un gros paramétrage. Le fait que ce soit une solution SaaS, qu'on ait des fonctionnalités standards et qu'on ait l'habitude de travailler sur des projets en mode agile, donc où ça va très vite, on est proche de vous au quotidien et on avance rapidement ensemble sur ces projets. Donc, en quelques semaines, on peut aller de l'avant et vous pouvez utiliser une solution tout de suite. Alors, deuxième question qu'on me pose, alors cette fois-ci en privé, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Alors, on me pose une question sur le prix de la solution. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'on calcule avec chacun de nos clients, voilà, en fonction des spécificités. Peut-être par contre, pour tout le monde dans les grandes lignes, peut-être un petit mot sur le business model. Ouais. Du coup, alors chez Silex, Jean le disait, c'est un fonctionnement en SaaS, donc Service as Software. Donc, en fait, on applique les modèles qui sont assez traditionnels sur le marché avec un coût par an par utilisateur. Donc, qui peut varier en fonction des fonctionnalités auxquelles accède chaque utilisateur. Pour des comptes sur lesquels on a toutes les fonctionnalités, donc chez nous c'est les comptes acheteurs en fait, les comptes pour la direction achat. On va être en prix moyen autour de 1 000 € par an par utilisateur. Et ensuite on applique des principes de décote en fonction de l'engagement dans le temps et en fonction du nombre d'utilisateurs. Mais voilà, globalement, on va dire le prix moyen au démarrage au premier utilisateur, on va être
autour de 1 000 €, 1 200 € par an par utilisateur. Très bien, alors on est dans les temps. Pour finir, peut-être une question qui est assez intéressante, qui est assez innovante, qu'on a peu souvent, donc une question de l'esquisse du puits. Est-ce que vous avez une application qui permet de rentrer des données en temps réel dans la base quand on est sur Salon, par exemple, quand on rencontre des partenaires? Alors je sais qu'on peut le faire directement dans la brique référentiel fournisseur. C'est vrai que c'est assez intéressant et on a une vision assez innovante de ce qu'on pourrait faire. Tout à fait, c'est vraiment une façon de s'approprier notre solution, hein, ce cas pratique, mais comme on expliquait tout à l'heure, sur une fiche fournisseur, il y a toute une partie qui est réservée à vos données internes, donc sur laquelle vous allez pouvoir l'organiser et l'utiliser comme vous souhaitez. On peut tout à fait imaginer utiliser cette partie pour intégrer des contacts de personnes rencontrées sur Salon, des informations, que ce soit commerciales, que ce soit de développement ou n'importe quel type d'information qu'on vient récupérer sur Salon. Et on va pouvoir capitaliser sur ces informations-là et les mettre à disposition de son organisation et des autres personnes de son organisation. C'est ce que font beaucoup en fait d'utilisateurs déjà, hein, utiliser en fait ce qui peut s'appeler ou parfois s'apparenter ou s'appeler le référentiel fournisseur prospect. Donc en effet où les utilisateurs vont aller mettre tout un tas d'informations au fil de l'eau, et en effet le fait d'avoir croisé une société sur un salon, d'avoir récupéré à ce moment-là un certain nombre d'informations fait tout à fait partie des informations qui peuvent être renseignées à cet endroit-là. Alors maintenant, pour la petite anecdote, hein, on réfléchit également, parce que c'est une demande ponctuelle, mais malgré tout récurrente. On nous parle souvent en effet d'avoir donc ça pourrait être une expérience qu'on pourrait proposer de manière un peu plus poussée, à un horizon plus ou moins proche, développer cette fonctionnalité, donc vraiment qu'il ait vraiment vocation à accompagner l'utilisateur sur Salon et donc directement pouvoir saisir tout un tas d'informations. Voilà, on est à peu près dans les temps. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter peut-être? Non, on vous remercie pour votre présence, c'était un plaisir, et puis toutes nos Merci, équipes Jean. restent à votre disposition pour discuter un peu plus en détail de l'intelligence artificielle et de comment elle pourrait vous aider à augmenter votre performance achat.